Chers auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Jean-Philippe Gay, vlogueur, auteur, blogueur du blog que vous connaissez peut-être là, Sur Deux Roues. Donc, c'est une entrevue fort intéressante où Jean-Philippe va retourner un peu les sièges parce qu'habituellement, c'est lui qui offre des entrevues, c'est lui qui fait des reportages, qui fait des podcasts et on va se plonger dans l'histoire des 12 dernières années. C'est un parcours fort intéressant. Le podcast se déroule en 3 actes. Le premier acte, on parle de son livre récemment qui est sorti, que j'ai lu, que j'ai dévoré en fait, qui m'a donné le goût de voyager. Donc, on va parler de son nouveau livre. On va parler ensuite de sa carrière à lui, puis des médias numériques, parce qu'il faut savoir que vous allez découvrir là, le fait qu'il ait démarré son blog là, Sur Deux Roues, c'était une coïncidence, en fait un alignement des astres qui a permis à ce projet-là d'émerger et c'est un sujet fort intéressant dont on discute. Et finalement, dans un troisième acte, on va parler de challenges plus personnels. Jean-Philippe, en juin 2013, a vécu des incidents de santé majeurs, puis on prend le temps d'en parler, on prend le temps de parler aussi de la paternité. Donc, avec Jean-Philippe fait beaucoup de vélo avec son garçon. Et puis, c'est un épisode que j'ai fort apprécié. En fait, j'apprécie, vous allez dire, tous mes épisodes, vous auriez raison. Mais c'est une conversation très authentique, très intime aussi par moment. Donc, je remercie Jean-Philippe de s'être livré comme ça puis de m'avoir généreusement offert son temps. Et voilà, je vous laisse sur cette entrevue qui, je l'espère, va vous plaire. Et n'hésitez pas à aller suivre les pages de Sur Deux Roues, que ce soit sur Instagram ou sur son blog. Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue avec Jean-Philippe Gay. Jean-Philippe Gay, merci d'être avec moi aujourd'hui, d'être au podcast Jamais assez. Merci pour l'invitation. Je pourrais te décrire, pour commencer, faire une bonne présentation. On m'a des fois reproché de rentrer trop vite dans le vif du sujet. Puis, tantôt, avant que tu arrives, je regardais nos conversations dans notre film Messenger, puis qui remonte à 2018. On s'était croisés sur le Grand Prix cycliste. Puis après ça, on s'est croisés aussi au Jackalope, je pense. Ouais. RIP, Jackalope, la course de crit, en fait. Puis, moi, je te décrirais comme, là, on peut le dire là, maintenant, un auteur. Ah, c'est encore... T'es encore en acceptation de ce nouveau titre? Ouais, mais hier, j'étais justement au party de Noël de la maison d'édition Parfum d'Angle, puis je voyais les auteurs qui avaient travaillé fort, qui ont envoyé leur manuscrit, etc. Puis là, j'étais comme, tu sais, en tout cas, eux, ils disaient que j'étais un auteur, mais moi, j'ai encore... Je pense que t'as fait un premier pas, puis ça, c'est ce que le monde ne font pas des fois. Fait que moi, je te dis bravo pour cette lecture-là que j'ai lue ce week-end. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. On pourrait aussi le décrire comme un cycliste, un blogueur, un vlogueur peut-être aussi, par moment. Par moment. Puis papa, t'es papa aussi. Aussi. Tu travailles dans le numérique. Ouais. Puis t'as quand même un genre de 10, 12, même peut-être 15 ans là, d'intérêt avec toutes ces sphères-là qui se combinent. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir te recevoir aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plusieurs angles qu'on va pouvoir te faire découvrir parce que toi, habituellement, dans tes médias, c'est toi qui fais découvrir les autres. Exact. Puis là, c'est comme toi l'invité. Fait qu'on va pouvoir avoir accès à tes péripéties puis tes anecdotes à toi sur le vélo. Il y en a plusieurs là-dedans. Tu vois, je me suis annoté beaucoup de petits post-it là, dans ton livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes que je veux parler. Notre but, ça va être aussi de parler de la démocratisation du sport cycliste parce que je pense que tu es comme finalement un ambassadeur de ça. Là. Même si tu ne l'as pas décidé, c'est ça que sûrement dans la tête de plusieurs, c'est ça que tu représentes. Toi, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu commences par quoi? Puis dans quel ordre tu expliques ça? Dans la vie, mais c'est ça, je réalise que je fais pas mal d'affaires. Tu sais, je suis directeur marketing dans la vie de tous les jours. Ouais. Puis dans mes temps libres, j'aime beaucoup le vélo. Puis dans le fond, je suis juste le gars ordinaire qui pousse d'un pédale. Puis c'est de même que j'aime ça le décrire. Puis je fais les récits du gars ordinaire qui pousse d'un pédale. Puis j'essaie juste de raconter mes histoires comme j'aimerais comme... C'est comme difficile à dire de même, là, mais c'est juste, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de récits de personnes ordinaires qui font du vélo puis qui racontent leurs anecdotes de façon transparente. T'sais. On est tout le temps comme c'est un ancien pro qui t'explique comment devenir pro, etc. Puis je trouvais qu'il manquait ça, fait que j'ai décidé de le faire. Vraiment. Pour vrai, c'est tellement... tu sais, c'est une des raisons pourquoi je pense que tu as connu le succès. Merci. Pour vrai, parce que je pense que ce discours-là, il prend pas beaucoup de place non plus dans les tribunes pour des raisons qui sont aussi un peu
obvious en anglais, dans le sens que les gens sont souvent en quête de performance. En fait, c'est probablement aussi parce qu'il n'y a pas assez de modèles pour s'identifier à le cycliste ordinaire pas qui se contente, mais qui est vraiment pleinement satisfait puis épanoui dans son sport ordinaire. Comme s'il fallait atteindre, je sais pas moi, une vitesse ou un power puis pour que ça soit justifié de faire du sport. Exact, mais c'est parce que, tu sais, on parle beaucoup de performance, je pense, en cyclisme. Ouais. Puis... dans tout, là, dans notre vie personnelle aussi, là, je pense. Oui, en effet. On parle de performance partout, mais c'est juste que le cycliste ordinaire n'est pas vraiment dans la performance du genre... Tu sais, les micro-gains, t'en fais plus à 50 km/h qu'à 30. Fait que, tu sais, c'est là que je pense qu'il faut laisser un peu de côté puis peut-être de parler de juste satisfaction personnelle puis d'aventure puis tout ça. Ouais. Puis je pense que c'est... Tu sais, moi, c'est ça, je t'ai expliqué un petit peu, tu sais, j'étais comme, on va explorer l'accessibilité du vélo, le côté numérique de ta démarche, puis après ça, on va pouvoir parler de ça, justement. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme la trame narrative de fond aussi du podcast Jamais assez, c'est de dire, c'est quoi l'essence qu'on trouve derrière le sport, parce qu'on s'épanouit tous et chacun, en fait, qui écoute ça, puis que je reçois ici, ont une certaine... le retour sur investissement dans le sport, c'est surtout de l'épanouissement personnel, même si c'est pas de la performance puis des Olympiques. 100%. Fait qu'on va pouvoir jaser de ça. Bon, ben excellent. Fait que Jean-Philippe, on va commencer par ma première question, puis c'est vers l'accessibilité au vélo, la démocratisation du sport cycliste. Puis je pense que... Est-ce que c'est encore un enjeu pour toi, la démocratisation? Est-ce que tu trouves que... Ça fait combien de temps que tu es dans le monde du vélo, mettons, plus intensément, là? Vite de même, peut-être 14 ans. 14 ans, fait que mettons à peu près 2010. Ouais. Le changement entre 2010 puis maintenant? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du vélo juste pour me promener. Dans le fond, quand j'ai commencé le vélo, c'est vraiment weird comme situation parce que je travaillais à Ville-Mont-Royal. Puis Ville-Mont-Royal, c'est un peu enclavé. Puis se rendre là en char, c'est un pas pire défi. Fait que moi, j'étais comme, je préfère faire 10 km, puis ça me prend une demi-heure. Dans ce temps-là, ça prenait à peu près ça. Que de passer une heure dans mon char, tu sais. Une demi-heure, tu pédales. Puis là, maintenant, veux pas, tu sais, tu fais 10... T'habitais dans Rosemont, genre? Ouais, j'habitais dans Rosemont. OK, parfait. Fait que, dans le fond, ça donne 20 km par jour, ça donnait 100 km par semaine. Fait que tu passes de 0 à 100 km par semaine. Un moment donné, tu te dis, bon, ben, le week-end, je vais essayer de faire une plus longue distance. Puis là, tranquillement, pas vite, l'effet boule de neige. Puis c'est le même que j'ai commencé à faire du bike. Faire du bike. C'était sur quel bike? Hey, ça, c'est drôle. C'est important aussi là, de savoir c'est quoi ta première monture. C'était la marque Vélosport. Action Vélosport, peut-être? Ben, c'est des vélos en acier des années 80. Ah, OK, oui. Ben, oui, le logo, parfait. c'était VS. Ouais. À peu près le logo de Physio Vélo, mais... puis il est en acier, puis le dérailleur fonctionnait plus, fait que j'avais viré en single speed. Parfait. Fait que c'était... Des petits pneus? Ouais, des petits pneus. Là, écoute, il y avait du 19 dessus quand je l'ai sorti du cabanon. Ouais. Fait que là, il fallait que tu gonfles ça à 130 puis ça tapait. Exact. Mais au moins, le corps était en acier, fait que c'était compliant. C'était un peu plus absorbant, ouais. Est-ce que tu faisais ça 12 mois par année, au début? Non, je faisais ça. L'hiver, j'allais en... C'est tout récent pour moi, le vélo d'hiver. Ouais. Mais... Parce que les gens, moi, je l'ai lu, je sais, mais... Mais tu sais, tout récent, ça doit faire 3 ans, 3 ans et demi, peut-être 4. Qui était plus... ouais. Parfait. Puis, dans le fond... fait que ça, c'était en 2010, ce premier vélo-là. Puis qu'est-ce que tu as vu comme changement dans la population? Tu es comme un peu... Tu fais partie de cet écosystème-là maintenant. Là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vraiment... Parce que ma première question, c'était de dire, c'est quoi les enjeux actuels de la démocratisation dans le monde du vélo? Mais là, en te parlant, je me suis dit, est-ce qu'il reste des enjeux ou est-ce qu'on est comme... Je trouve qu'on a bien avancé, là, dans un sens. Pour ça, je te pose la question. Mais je pense qu'on a bien avancé parce que 2010, tu te faisais frôler par les chars, il y avait beaucoup moins d'infrastructures. Ouais. C'était le jour puis la nuit comparativement à aujourd'hui, je trouve. Là, on s'en allait à la guerre chaque fois qu'on sortait. Puis, c'était... Dans ce temps-là, je pense que le monde de vélo d'hiver s'appelait les hurluberlus entre eux. Puis c'était pour dire comment, sur les pages Facebook puis tout ça, là, je pense que c'était beaucoup moins démocratique. Encore là, on a encore un peu d'effort à faire parce que les newbies, là, quand ils arrivent, là, puis t'as un groupe de roadies qui sont soudés. Des fois, c'est dur, je pense, pour eux de percer. Tu arrives avec du linge un peu baggy, etc. Je pense qu'il y a encore un peu de démocratisation à faire puis d'acceptation, mais overall, je pense que c'est le jour puis la nuit. Puis t'as des group rides. Avant, mettons,
pour faire un 100 km, tu n'avais pas tant de group ride. Là. Non. Tu sais, tu recules de 10 ans, il fallait que tu t'inscrives à un grand fond d'eau. Tu le faisais, tu te pognais un ami puis tu le faisais avec lui. Exact. Ou il fallait que tu t'inscrives à un grand fond d'eau. Ouais. Puis tu payes 120$ pour pouvoir avoir la chance de rouler avec des inconnus. Tandis que là, tu sais, c'est chaque fin de semaine. Ouais, tu peux te joindre. Plusieurs. Ouais, clairement. Ben, tu sais, moi, le mot que je retiens, c'est aussi l'infrastructure parce que, tu sais, les questions pour moi d'accessibilité au vélo à la base. Puis moi, j'en parle souvent parce qu'en ce moment, tu sais, j'habite dans un quartier, puis je trouve qu'il devrait avoir même si c'est un quartier très bourgeois en banlieue, ben il reste que, tu sais, de dessiner un vélo en plein milieu de la rue pour dire que c'est une voie cyclable, c'est pas suffisant pour que les gens se sentent en sécurité. Je pense que c'est tout le temps l'enjeu de si tu te sens en sécurité, tu vas prendre ton vélo. Ouais. Mais si tu as un doute, tu le prends pas. Parce que c'est comme, faut être un peu un hurluberlu, comme moi je l'ai été avant de... Je dis tout le temps que depuis que j'ai des enfants, je suis vraiment, vraiment sécuritaire, mais avant, je repense à des moves que je faisais, puis j'étais pas conscient du danger où j'étais, genre, mon cerveau n'était pas fini de maturer, là, peut-être. Ouais. En tant que dans la vingtaine. Mais l'enjeu de l'accessibilité, je pense, c'est surtout de la sécurité. Puis moi, j'ai vécu à Montréal jusqu'en 2019, dans le quartier Villeray. Puis, tu sais, c'était fou, là, maintenant. Là, même quand j'y retourne, je trouve qu'entre 2019 puis 2024, 2025, c'est énorme, là, la quantité de voies cyclables réservées. Oui, mais tu sais, l'expression anglaise build it and they will come, c'est vrai, tu sais. Ouais. Si tu as plus d'infrastructures, si c'est clair que c'est une infrastructure, si les gens... Parce que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment de se lancer au début, puis je pense qu'aller jouer dans le trafic, c'est pas pour tout le monde. Ben, vraiment pas. Puis même moi, avec mon fils, tu sais, quand on va à l'école, ben jusqu'à la première neige, il allait à l'école en vélo. Mais tu sais, on est chanceux, on a une piste cyclable qui passe, mais je suis pas sûr que s'il n'y avait pas de piste cyclable qui se rendait à son école, ça serait si facile que ça avec un enfant, tu sais, de pouvoir y aller. Fait que, tu sais, les infrastructures, c'est essentiel. C'est la base, clairement. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Là, ça, c'est comme les enjeux peut-être, tu sais, on va dire municipal ou gouvernemental de créer de l'infrastructure. Mais on a comme une responsabilité aussi personnelle dans ce contexte-là. Puis là, ben, j'ai peut-être le goût d'ouvrir ton livre parce qu'on a parlé de ça. Je te vois venir, ouais. Ben là, c'était pas... T'étais consentant. Tu savais que je l'avais lu, là. Fait que, qu'est-ce que t'as le goût de sortir en premier avant que j'aille voir mes petits post-it dans ton livre pédalé? Non, mais je pense que tu t'en vas vers les chapitres au début, là, les 10 commandements du cycliste dans le livre. Puis quand je parle justement de l'inclusion, tu sais, de faire une plus grande place aux autres, puis d'être plus invitant, donner des trucs, etc. Exact. Puis je pense d'être juste bienveillant avec les personnes je dirais, nouvelles dans le monde du cyclisme ou ceux qui ne savent pas nécessairement, qui ne sont pas les plus à l'aise, tu sais. Ouais. Toi, as-tu une personne qui a joué ce rôle-là pour toi? Bonne question. Ben oui, en fait, tu sais, tout au long, t'as tout le temps... Moi, je dis toujours que dans le monde du cyclisme, à moins que tu sois champion du monde, il y a tout le temps quelqu'un qui est meilleur que toi qui va t'apprendre quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je roule avec des gens qui sont dans des équipes ou qui sont, mettons, des coureurs seniors ou maîtres. Puis ils m'apprennent des choses encore aujourd'hui, tu sais, sur comment analyser le peloton, etc. Fait que t'as toujours quelque chose que tu vas apprendre de quelqu'un d'autre, à moins que tu sois le champion du monde, tu sais. Fait que encore aujourd'hui, j'ai, sans dire des mentors, mais tu sais, j'apprends à... T'as des gens à qui tu peux poser des questions. Ouais, que tu poses des questions sur le matériel, sur la technique, etc. Puis tu sais, moi, je suis pourri d'un point de vue technique en gravel. Okay. Puis les gars de la Gravel Mafia sont toujours en train de me montrer quelque chose, tu sais. Ben oui. Ils m'amènent dans un pit de sable pour apprendre à bien filer le bike, etc. Donc, non, c'est ça, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ouais. L'enjeu de l'inclusivité, moi, c'est une des grosses questions. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir, par exemple, c'était l'oncle d'un de mes amis là, qui s'appelle Luc, qui s'occupe de beaucoup de choses de vélo.
puis un cycliste intense avec un light speed en titane, un vieux de la vieille, puis il roulait beaucoup. Fait qu'on a commencé à rouler, moi et mon ami Jonathan, à 15-16 ans. Il nous a aidés, puis moi, je me rappelle qu'une des étapes clés, puis c'est dans ton livre aussi, cette étape-là, c'est comme t'as acheté ton premier vélo usagé, idéalement, parce que là, t'es pas certain non plus que ça va être la passion puis le coup de foot. Fait que tu veux avoir de l'aide. Toi, t'as-tu eu de l'aide pour t'acheter ton premier vélo usagé? Ou ton premier cyclo-sportif que là, tu t'es dit, c'est une grosse somme d'argent, je veux vraiment pas me tromper. Oui, j'ai eu de l'aide parce que, tu sais, veux pas, comme je disais, tu sais, je commençais à rouler, puis là, il y avait du monde dans mon entourage aussi qui avait déjà des vélos. Est-ce que j'ai eu le meilleur accompagnement? Probablement pas. Tu sais, dans ce temps-là, mettons, la marque, pour ne pas la nommer, tu sais, c'était Cervélo, c'était la mode, etc. Ben oui. Fait que là, c'est encore à la mode aujourd'hui, mais quelqu'un m'avait juste dit « Ah, ça te prend un Cervélo. Toi, t'es un 54. » Fait que j'avais juste acheté ça de même, mais tu sais, en même temps, c'était déjà un vélo qui était bien... avait des bons specs, qui avait... Fait que tu sais, c'était pas comme... comment je dirais? C'était juste vague comme recommandation. Comme recommandation, tu sais. Je m'étais ramassé avec un vieux soloiste en alu, puis j'étais très satisfait du vélo. Mais c'est un beau bike, ça. Ouais, c'était un très beau bike, mais tu sais, c'était juste drôle comme ça te prend un Cervélo, c'est tout. C'est un Cervélo 54 qui se faut. Ouais. Je te regarde, puis... C'est ça. Ça, c'est quand même encore d'actualité, des fois, ces discours-là, je pense. Je te regarde, puis toi, c'est un... Ouais, toi, t'es un type de même. Puis ce bike-là, ça a été ton premier bike. Il était-tu à la hauteur de ce que tu t'attendais qu'un vélo de route allait te fournir comme sensation? Ben oui, c'était rapide, le shifting était incroyable. Tu sais, c'est un premier vélo, fait que tu sais pas trop à quoi t'attendre. Puis c'est sûr que comparativement au vieux 10 vitesses sorti du cabanon que j'ai transformé en single speed, c'était le jour puis la nuit. Fait que j'étais très satisfait. Le premier bike comme ça, tu vois, moi, c'était un Trek... un Trek... Ben, c'était dans les mêmes... Moi, c'était peut-être 2007. Mais c'était un Trek 2300. C'était genre... dans le temps qu'il faisait juste fourche puis au banc, en carbone. Fait que là, il mettait un petit peu de carbone pour justifier le prix en Ultegra. Puis honnêtement, ça a été... c'est le bike le plus... je pense que ton premier bike de route, c'est celui que tu capotes le plus parce que tu passes de 0 à... Ouais. À aller vraiment vite. Là, c'est fait pour aller vite. Ben, j'avais été accompagné ça pour acheter le bon vélo. Puis je me rappelle, justement, il s'appelait Luc, il avait checké, là, il avait comme bougé le boîtier de pédalier, que je savais pas c'était quoi. Il avait vérifié que les trucs étaient bien montés. Il avait vérifié des trucs que je connaissais pas. Puis il a dit, c'est bon, tu peux l'acheter. Puis là, moi, je m'étais senti comme bien accompagné parce que je donnais peut-être 1500, 1800 piastres même, je pense. Parce que, tu sais, c'est un peu comme quand, tu sais, mettons, il faut vraiment que tu regardes chaque pièce. Puis, tu sais, c'est vrai qu'au début, tu sais pas quoi regarder quand tu achètes ton premier bike usagé. Puis, tu sais, c'est un peu comme le monde qui donne un coup de pied dans une roue de char, tu sais, pour voir s'il est bon, tu sais. T'es juste, tu le regardes, t'es comme, ah ouais, il est beau, tu sais. Tu sais pas trop quoi regarder. Fait que, non, c'est vrai. Fait que t'as besoin des fois, tu sais, checker la colonne de direction, des trucs. Nous, on envoie des vélos usagés, là, des fois, qui rentrent ici, puis, tu sais, ils ont pas été inspectés comme du monde. Puis là, la personne est comme, l'autre personne, elle m'a donné ça. Je suis comme, ben, peut-être l'autre personne, elle savait même pas non plus, tu sais, dans le sens que, y a-tu quelqu'un qui a touché à ce bike-là puis qui l'a entretenu? Peut-être pas, là, tu sais. Fait que de se faire accompagner, puis ça, c'est important. Maintenant, est-ce que tu as accompagné des amis? Ah oui, ben, énormément. Mais je reçois beaucoup de DM sur Instagram. C'est comme, tu peux-tu m'aider? Puis, non, c'est ça, à chaque fois que quelqu'un. Mais moi, j'aime ça magasiner dans la vie. Mais j'aime pas acheter des affaires. Je te comprends. J'achète jamais rien dans la vie. Tu peux t'es comme un pusher de... Ouais, pas un pusher, ça. mais un... Comment ça s'appelle? Tu sais, quelqu'un qui choisit ton linge là, dans ta garde-robe. Là. Ouais. Un styliste. Ouais, un styliste, ouais, exact. Un styliste. Exact. Fait que non, ça, le monde me DM. Ils sont comme, qu'est-ce que je devrais acheter? Qu'est-ce qu'il y a dans l'usager? J'ai à peu près de temps. Puis là, je commence à magasiner. Fait que, ouais. C'est ma petite passion. Ben, mais... je te comprends. Des fois, le monde sont comme, c'est un bon deal. Je suis comme, non. Ouais, ils sont comme vite de même, je suis comme, ben ouais, je sais c'est quoi le prix de cette bike-là. En ce moment, à peu près, qu'il faudrait que tu payes. Puis ça, c'est trop cher. Ouais, exact. Puis je suis comme, donne-y 1003, pas 1008. Ouais. Laisse-le pas aller. Puis là, tu dis comment négocier. Non, c'est vraiment. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait qu'on se parte à un truc qui s'appelle. Je parlais de ça avec une couple de monde de vélo. J'étais comme, ça pourrait s'appeler Cycling Markets. Parce que, genre, on pourrait dire le blueprint, genre, de cette année, combien ça vaut les bikes. Puis là, en ce moment, les opportunités sont où, tu sais. Ouais. Bon, OK, on a assez. Faut qu'on regarde ça accessible. Ouais. OK, fait que moi, le premier, il y en a plein, là, des commandements, mais soyez exemplaires dans votre pratique du vélo. Je pense que ça revient à ce qu'on parlait tantôt dans le sens de la responsabilité individuelle dans ce déplacement-là collectif de voitures, piétons, trottinettes électriques, Bixi, etc. C'est quoi, pour toi, les 2-3 comportements de base à adopter pour montrer l'exemple? C'est des... de un, tu sais,
le chamoyage, ça n'a jamais rien apporté. Puis, tu sais, est-ce que j'ai déjà crié après du monde? Fort probablement. Oui. Est-ce que j'en suis fier? Vraiment Non. pas. Mais, tu sais, pour vrai, le nombre de fois qu'il y a du chamoyage, c'est à moins que ce soit vraiment comme... Ta vie est en danger. Ouais, ta vie est en danger, quelqu'un fait un move volontaire, mais tu sais, des fois, les gens sont juste comme distraits, puis juste d'envoyer à la main, la personne va se sentir plus mal que de créer une réaction viscérale, tu sais. Je pense que c'est... Fait que c'est quoi ton approche maintenant? Grande respiration, quand tu vis une situation que tu trouves dangereuse, mettons? Grande respiration. J'ai une lumière qui flash beaucoup pour être certain que la personne me voit à la dernière minute, se sente mal, puis après ça, j'y envoie la main. Puis généralement, ça... Ça fait le job. Ouais. Je pense aussi. Je pense qu'il y a le... Moi aussi, là, j'ai déjà envoyé chier du monde, mais maintenant, je me concentre plus sur... Probablement leur faire sentir que j'ai eu peur en crise. Ouais. Non, mais il y a personne qui se lève un matin et qui est comme, je vais aller tuer quelqu'un avec mon char. Non, je pense pas. Puis je pense que c'est là aussi la responsabilité d'être visible. Moi, tu sais, je trouve que tout a changé depuis que j'ai comme mes lumières 100% du temps, jour et nuit, allumées. Ouais. Puis il y a plus de cyclistes aussi. Fait que tout le monde est comme devenu plus conscient. La majorité des gens qui ont une voiture sont aussi un cycliste de temps en temps. Fait que, exact. Comme ça. T'as-tu vu une différence? Moi, là, mon plus gros feature qui est le plus... je recommande ça à tout le monde qui se sent pas en sécurité, c'est un banc de bébé. Ouais, mais quand j'avais un banc de bébé, mais aussi, tu sais, rouler avec l'enfant, là, mettons, on est deux ensemble, c'est assez rare que les gens font des dick moves quand il y a un enfant qui est impliqué. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est une question de conscience, je pense. Tu sais, il y a personne qui veut mal faire, puis... Ouais, exact. Fait que moi, je dirais être visible puis pas tomber dans la chamaille. Je pense que c'est un bon comportement. Bon, j'avance vers une autre page. Soyez responsable par rapport à... Ça, c'est le 8. Ouais. Fait que prépare ton anecdote. Ouais. Fait que là, c'est soyez responsable au niveau de la mécanique, s'assurer de ne pas bunker, s'assurer de pas d'avoir assez de nourriture si on s'en va faire une grosse ride. Ouais. Puis tout le monde a une histoire... où est-ce qu'il y a bunké. Fait que tu peux choisir soit une péripétie de mécanique vélo pour laquelle tu as fait des apprentissages ou une péripétie d'hypoglycémie dans laquelle tu t'es retrouvé complètement sauté puis que tu as eu besoin d'un ami ou d'un dépanneur pour te sauver. Mais le bunk, j'ai jamais eu de bunk vraiment terrible, genre en petite boule à terre. OK, moi non plus, mais j'ai déjà été bunké. Mais j'ai déjà été bunké, mais je pense que le pire, là, c'était vraiment... Puis tu sais, j'espère que la personne ne regarde pas le podcast, là, puis qu'elle se reconnaisse pas, mais à un moment donné, je fais Montréal-Québec. Oui, tu l'as raconté dans ton livre. Ouais, puis le gars, il part avec... Ben, de un, moi, je l'annonce sur Instagram. Le gars, c'est toi, ça, là. Non, c'est pas moi. OK. Moi, je pars, je l'annonce sur Instagram. Hey, demain, je pense que je fais Montréal-Québec. Je me lève, puis je pars. Puis là, ça donne que 2 autres gars qui font Montréal-Québec, mystérieusement, sur le même chemin, à la même heure. OK. Fait que là, genre, je suis comme, OK, on va faire un petit bout ensemble. Mais il y a un des gars qui son pneu arrière, là, il est fini. Tu sais, comme le caoutchouc relève, puis on voit les fibres. Là. Ouais. Puis là, il fait un premier flat. Puis il fait un deuxième flat. Non. Puis un troisième flat. Puis là, moi, je lui donne un tube. Puis là, après ça, je mets 10$ dans son pneu pour comme... Parce que, tu sais, le polymère du 10$, ça a l'air que ça peut aider. Fait que là, à un moment donné, je suis comme, man, là, on est rendu à Trois-Rivières, fait 3 flats, là, tu sais. J'étais comme... Moi, j'aimerais ça me rendre. Ouais, c'est ça. Ben... Finalement, je les ai droppés à Champlain, juste l'autre bord de Trois-Rivières. J'étais comme, OK, je vais mettre une dent de plus puis je vais me sauver. C'était pas la... Je suis parti en break parce que j'étais comme, non, mais là, je ne repogne pas d'autres flats, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était un exemple de... Puis je pensais beaucoup à cette personne-là quand j'écrivais mon livre, surtout dans l'aspect soyez responsable, parce que tu t'en vas pas sur 275 km avec un pneu que tu aurais dû changer là, peut-être 300 km, tu sais. Mais en même temps, ça se peut que tu n'aies jamais été éduqué là-dessus. Dans le sens que ça se peut vraiment que tu n'en sois pas conscient. Là. Ouais. Mais là, cette personne-là, probablement que maintenant, elle fait vraiment attention. Ah, j'y souhaite parce que... Mais en même temps, tu sais, je pense pas que tu te lèves un matin et tu fais 275 km sans savoir comment un pneu fonctionne puis sans être capable de... Je sais pas. Je pense que pour avoir vu un échantillon de plusieurs milliers de cyclistes, tu as un large spectre d'enthousiasme par rapport à tes capacités qui sont peut-être des fois réalistes ou très, très, très optimistes et un peu naïfs. Mais les gars m'avaient DM, ils ont fini par réussir. Bon. Ils sont rendus à Québec, one shot. C'est le flat. Il a reflaté une autre fois, mais pas... il m'a dit où il y avait un bike shop pas loin, bon. il a changé son pneu. Bon, ben voilà. Fait qu'il y a une bonne leçon d'apprise par la bande.
Fait que là, on a parlé de la responsabilité des municipalités, on a parlé de notre responsabilité personnelle, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité, tu sais, au niveau entreprise. Ouais. Même, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance, mais tu m'as raconté un exemple ce matin de votre 30 minutes là, sur l'heure du dîner quand même, qui est comme une super... c'est pas nécessairement relié exclusivement au vélo, mais tu sais, en tant qu'entreprise, toi, tu as aussi des choses que tu fais, j'ai l'impression, tu sais, dans... Moi, la mission d'éducation est comme... Je trouve qu'elle est centrale, justement, dans cette mission-là de démocratiser. Genre un podcast comme aujourd'hui où est-ce qu'on s'attarde à ces premiers mois-là, ces premiers 1000 km-là que tu fais en étant, genre, incertain, puis intimidé, là, tu sais, sont comme vraiment importants pour que tu puisses avoir de la longévité dans le sport. Fait que, responsabilité entreprise, toi, t'as-tu des anecdotes, pas des anecdotes, mais t'as-tu des exemples peut-être concrets de pratiques dans les... Toi, tu as un truc sur l'heure du dîner là, pour t'entraîner, là, par exemple. Là. Ouais, mais tu sais, l'année passée, j'ai fait 2 étapes du Grand Défi Pierre Lavoie. OK. Le vendredi. Ben oui. Puis c'est là que tu te rends compte que... Parce que, tu sais, le Grand Défi Pierre Lavoie, là, c'est intéressant pour une chose, parce que chaque équipe doit avoir un néo-cycliste. C'est vrai. Puis c'est fascinant de voir à quel point... de un, tu sais, c'est une roue qui tourne parce qu'il y a du monde qui était néo-cycliste, qui ont pogné la piqûre au Grand Défi, puis il y a tout le temps, dans une équipe, un nouveau. Fait que, tu sais, t'arrives là, puis il y a quelque chose de spécial, puis de voir que c'est toutes des entreprises qui embarquent ensemble, qui vont faire ça. Il y a un esprit d'équipe. Moi, l'année passée, j'ai fait le GBC 500 à pluie battante avec un collègue trail runner qui commençait. Tu sais, il y a quelque chose aussi au travail où est-ce que tu peux démontrer c'est quoi le cyclisme. Ouais. Puis on parlait tantôt des infrastructures. Il y a aussi beaucoup plus de... Tu sais, mettons, moi, quand j'ai commencé là, à faire du vélo en 2010, il n'y a personne qui a ça dans un garage souterrain, un garage à vélo. C'est vrai. Avec les outils, sécurisés, etc. Aujourd'hui, pas que je fais des entrevues pour magasiner des jobs, mais j'en ai déjà fait. Ouais. Puis... c'est quelque chose qui est abordé maintenant. Il dit, genre, on offre ça à nos employés. Ouais, parce que moi, souvent, j'arrivais en vélo à mes entrevues, puis... comme on va plugger notre parking à PC. Exactement. Exactement. Puis là, c'est comment, dans le sol, il y a ça. Puis tu sais, il y a peut-être j'avais fait peut-être une dizaine d'entrevues dans le passé, puis il y avait 2 places qui n'ont pas dit qu'il y avait des stationnements à vélo. Donc, de plus en plus, les entreprises sont conscientes du fait que le sport, c'est important, mais aussi de la place du vélo comme pour le transport. Fait que, les infrastructures sont en train de changer dans les bureaux. C'est ça que j'allais dire, c'est que finalement, c'est de créer un lieu, une infrastructure pour que tu puisses avoir un mode de transport actif et que ça soit aussi simple et sécuritaire que ta voiture, finalement. C'est vraiment bon, ça. J'avais pas pensé que ça... C'est comme le premier jalon pour dire... ensuite, on peut te laisser l'opportunité de faire le choix, finalement, parce qu'il est facile à faire. Ouais. Je suis bien content que tu mentionnes ça. Je pense que notre but, c'est d'inspirer d'autres entreprises. Fait que si vous voulez engager Jean-Philippe, assurez-vous d'avoir... Là, j'ai une bonne job. Là. Ouais, on s'en reparlera dans quelques années. OK, parfait. Bon, ben, on va espérer que ça continue comme ça. Ben, justement, la prochaine question, c'était un peu pour s'en aller vers ton parcours professionnel. Puis j'aimerais ça connaître un peu, pour les gens, bon, là, les gens, ils ont peut-être vu à l'écran là, le livre, là, Pédaler, par Conseil et périple à vélo. Tu vois, là, j'étais comme, crème, il l'a-tu signé, Jean-Philippe? Mais non, ça, c'est mon garçon en ce moment qui il teste tous les crayons de la maison, puis il a déjà dessiné ce ben, c'est là, c'est une dédicace. J'ai une dédicace. Parce qu'à matin, j'ai vu, j'ai dit, ah, Chris, non, c'est pas lui qui l'a dessiné. Ça, c'est mon garçon qui dessine n'importe quoi. Fait que tu pourras me le dédicacer, peut-être. Mais ça, c'est drôle, parce que, tu sais, au Salon du Livre, on m'a demandé, tu sais, j'ai signé 14 livres. T'étais-tu prêt? T'avais-tu pensé à ce que t'allais dire? Ben, j'essayais toujours de parler 2 minutes avec chaque personne pour avoir une dédicace personnalisée. Puis au lancement, tu sais, c'était tout du monde que je connaissais, mais là, d'avoir 14 personnes que je connais pas, ni Dev, ni Dada, qui arrivent puis qui me disent, peux-tu signer mon livre? C'est quand même weird. Tu sais, comme... Parce que moi, je trouve... Genre, je sais pas, on dirait que ça dénaturait le livre en tant que tel de devoir signer. Je sais pas si... En tout cas... Tu trouvais que c'était un produit genre qui était comme complet en soi puis beau, genre? Ouais, puis on dirait que de rajouter comme ma signature, c'était comme si ça allait être dénaturé, mais en tout cas, le monde semblait vraiment vouloir une signature, c'était bizarre. Non? Ben, non. Moi, j'aimerais ça, tu sais. OK, ben, je vais te le signer. C'est ça, devenir un auteur? Ouais, j'imagine.
Donc, mais pour revenir à ça, donc c'est un livre vraiment que... Ben, on va prendre une seconde pour en faire la promotion. Parce que moi, c'est un livre, bon, je savais que tu l'avais lancé, tout ça, puis là, je t'ai invité, fait que je me suis dit, je vais aller l'acheter pour le lire. Puis ce qui m'a surpris, bon, j'avais pas fait d'enquête sur qu'est-ce que tu avais écrit nécessairement, je savais que c'était un truc sur des conseils puis tout, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le ton. Ouais. Le ton, comment tu décrirais le ton là, en tant qu'auteur? Là? C'est quoi le ton? Le ton, ben c'était très... en fait, le but du livre, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas de livre au Québec qui parlait du parcours d'un cycliste, raconté avec des anecdotes, puis qui se passe au Québec. Souvent, on a des livres qui viennent de la France avec des anecdotes, genre c'est le Mont Ventoux, etc. Puis là, nous, on avait rien qui retraçait 100% le Québec, puis qui s'adressait aux gens qui ont fait de 0 à 3000 km, puis avec des anecdotes qui font en sorte que si tu fais, mettons, 3000 km par année, il y a des anecdotes qui vont te parler, puis si tu as fait 0 km, ben, il y a des anecdotes que tu vas découvrir. Ouais. Fait que j'essayais vraiment d'avoir un ton friendly, puis un peu comme le genre de... communautaire, un peu comme quand tu vas faire un group ride puis tu parles après. C'est clair. Fait que c'est vraiment c'était l'objectif du livre, puis je pense que de ce que le monde me dit, c'est réussi. T'as vraiment réussi. J'ai lu ça, comme je te disais, il y avait en fin de semaine, c'était le spectacle de danse de mes deux plus vieilles, puis il y avait des pratiques, fait que puis j'avais pas le droit d'assister aux pratiques. Fait que j'ai lu ton livre, puis je l'ai dévoré, puis ce qui est cool, c'est que, tu sais, au début, bon, moi, ça fait longtemps que je suis dans le vélo, fait que les trucs du début, j'ai trouvé ça cool que tu choisisses ces 10 commandements-là, parce que c'est 10 commandements qui sont très accessibles. Puis, tu sais, au final, quand je suis tombé vers la fin, les voyages plus longs, justement, là, tu m'as vraiment hook, là, tu m'as vraiment eu, parce que là, à un moment donné, je sais pas trop, il y a quelqu'un qui vient m'adresser la parole, puis là, il est comme, t'as de l'air vraiment concentré sur ta lecture, je suis comme, oui, les Dolomites et la Suède m'appellent, je suis désolé, je vais juste finir de là mon livre, s'il vous plaît. Fait que oui, tu m'as vraiment eu, parce que là, tu sais, j'ai vu la progression, puis j'ai compris dans les voyages que ça allait de plus accessible à plus intense, puis là, à la fin, j'étais comme, les photos, tout ça, tes petites anecdotes, que tu peux camper n'importe où en Suède. Ouais. Les petites anecdotes dans les Dolomites avec la madame qui te monte à où la station de train. Ouais, j'étais genre, ça c'était écœurant, man, je veux m'en aller en voyage maintenant. Puis tu vois, les anecdotes aussi... Achetez-le. Les anecdotes aussi, ils changent au fil du livre. Tu sais, au début, c'est des anecdotes qui s'adressent à tout le monde, puis à la fin, c'est des anecdotes plus personnelles dans les voyages. C'est vrai. Dans le but vraiment d'amener les gens dans le voyage, tu sais. Puis la seule anecdote que j'ai pas mis puis que je regrette... Ouais, vas-y. On va devoir écouter le podcast pour la connaître. C'est ça. En Suède, tu sais, quand la course avait lieu, il faisait clair 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça. Fait que tu roules sans arrêt, t'arrêtes pour dormir, tu te relèves le matin, puis tout ce que t'as à faire, c'est recommencer à rouler. Puis un moment donné, j'étais comme totalement craqué, là. Tu sais, mentalement, là, je suis juste comme ça fait... J'ai traversé la Suède en 70 heures. Puis peut-être aux 3/4, j'étais plus là. Puis je me suis mis à chanter Eye of the Tiger. Puis pendant 6 heures, j'ai chanté Eye of the Tiger parce que j'étais comme... T'es juste sur le bord de l'eau, vent de face. Après ça, t'es dans les montagnes, vent de face encore. Tu sais, il se passe rien à part du vent. Fait que c'était spécial comme moment. T'étais vraiment en transe, là. Ouais, exact. Seul, dans la forêt. C'était... Ouais. Wow! On pourrait avoir, si on avait un enregistrement, on pourrait savoir si ça ressemblait vraiment à la tune. Non, non, c'est pénible quand je chante. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Donc, j'allais faire un petit détour. Tantôt, j'ai parlé du livre, mais tu sais, moi, j'aimerais ça comprendre aussi parce que j'ai l'impression que tout part, puis corrige-moi si je me trompe, mais ça part beaucoup du blog sur2roues.org. Là, tu sais. Je vais mettre le lien du blog là, sous le podcast dans les différents réseaux, mais tu sais, cette quête-là, là, moi, je veux savoir comment est arrimée avec ton côté professionnel. Parce que des histoires que j'ai eues, dont je t'ai pas parlé, tu sais, c'était vraiment que pour toi, c'était comme un carré de sable, un terrain de jeu pour aller tester des trucs. Ouais.
Fait que là, moi, ça m'intrigue parce que je trouvais que ta démarche de cycliste, tu l'arrimais avec genre une exploration aussi du SEO, du web et tout ça. Fait que pars ça du début, puis raconte-moi comment ça s'est imbriqué. 2010, je commence à faire du vélo, mais en même temps, j'ai une nouvelle job dans le monde du marketing. Puis, j'étais en agence de communication dans ce temps-là. On gagne un contrat pour une multinationale dans le monde du retail. Ouais. Puis, on gagne le contrat de SEO. Puis là, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Fait que optimiser tes textes pour les mots-clés pour sortir dans Google. Puis, le boss, on est à la table, puis il regarde autour de la table, puis il dit bon, ben, toi, tu vas être notre spécialiste SEO. Faut que tu apprennes le SEO. Maintenant. Fait que là, je suis comme, OK. Il dit, ben, pars-toi un blog, là, puis explore, fais des recherches de mots-clés, essaye des affaires, lis là-dessus, puis t'as, mettons, une demi-heure, 1 heure par semaine pour explorer là-dessus. Fait que là, je suis comme, OK, je commence le vélo, puis je me sentais pas interpellé par les médias qui existaient dans le monde du vélo dans ce temps-là. Tu sais, je trouvais qu'il y avait rien comme pour la personne qui voulait faire son premier 100 km, etc. Ouais. Fait que je suis parti de même, vélo urbain, puis un petit peu de vélo de route. Puis je commençais à explorer, faire des textes, checker les mots-clés. Puis là, veux pas, dans le temps, ça a beaucoup évolué. Puis tu sais, c'est une discipline que je maîtrise un peu plus maintenant. Fait que je suis parti d'avoir 100 personnes qui tombent sur mes blog posts par mois à 22 000 le mois passé. Wow! Fait que il y a eu une explosion, tu sais, à juste trouver, raconter les bonnes histoires. Puis là, peu à peu, ben, je me suis diversifié dans le monde du marketing. Fait qu'il a fallu que je commence d'autres plateformes pour tester d'autres choses. Tant qu'à y être, j'avais la plateforme. Fait que ça a commencé avec le SEO, après ça, les médias sociaux. Après ça, ben, plus récemment, le podcast. Fait que c'est une roue qui tourne. J'essaie des nouvelles affaires sur les réseaux sociaux, dans le fond, c'est mon laboratoire numérique. Ouais. Mais en même temps, je partage ma passion. Puis... ouais, c'est le même que ça a commencé. C'est hot, pareil, cette espèce de conjoncture-là qui a fait genre la bougie d'allumage. Ouais, c'est ça. Fait que... j'ai écouté la semaine passée un épisode de podcast avec je me rappelle pas de son prénom, mais le gars de Messorem. Ouais, Fred. Avec Fred, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah oui, c'est vrai, je le lis sur Instagram. Son Instagram, c'est Ride Truc Fred, là. Ouais. Je me rappelle plus son handle, mais... Mais bon, puis j'ai trouvé que c'était une conversation super cool parce que vous abordiez l'accessibilité. Puis pour ceux qui ne savent pas, Messorem, dans le fond, c'est une brasserie qui a comme explosé en popularité puis qui s'est associée de près au monde du vélo à partir de 2021. Je pense qu'il disait que ça a vraiment explosé. Là. Fait que c'était une conversation bien intéressante que tu as eue avec lui. J'ai trouvé ça très bien. Bonne entrevue. Ouais, puis ça revient aussi à ce que je disais tantôt, tu sais. Quand on disait, mettons, t'apprends tout le temps de quelqu'un, etc., tu sais, Messorem, c'est des rides qui sont vraiment très rapides, là. Oui. Il parlait de ça, c'est ça, sa démarche pour s'assurer qu'il reste du... Ben, vas-y, qu'est-ce que ça t'a appris, cette rencontre-là? Mais tu sais, ce qui est drôle de ce ride-là, c'est que, tu sais, mettons, tu finis le samedi, mettons, tu finis avec 37 de moyenne sur un 115 km. Mais tu sais, le but, c'est de la finir, la ride, parce que c'est un drop ride. Fait que si tu te fais dropper, mais tu sais, l'objectif, c'est de la finir quand tu es un newbie. Fait que tu vas beaucoup apprendre. C'est comme ton événement, en fait. C'est comme ton but de la saison, finalement. Exactement. C'est ça que je comprenais dans l'entrevue. Là. Exactement. Fait que tu sais, tu apprends beaucoup de comment te placer, comment sauver de l'énergie. Puis c'est un beau laboratoire pour les gens qui n'ont jamais... Ben, pas qui n'ont jamais, mais tu sais, mettons, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix parce qu'il n'y a pas de ride qui existe à cette vitesse-là en dehors de eux. Ben, en fait, c'est que sinon, tu es obligé de trouver des chums qui veulent te tirer à cette vitesse-là. Genre, tu sais, c'est ça, ça se fait pas. Puis l'affaire, c'est qu'une drop ride, c'est que le monde continue, mais tes chums vont toujours t'attendre. Fait que, tu sais, il y a pas cette formule-là n'existe pas en dehors. Fait que, tu n'as pas le choix d'aller là pour apprendre de cette façon-là. Fait que, fait que je trouvais ça fascinant. Puis eux, c'est ça, l'accessibilité, c'est de dire aux gens, ben, venez vous essayer, puis au pire, dropper après 20 km. Puis un moment donné, ça va être 30, puis un moment donné, vous allez finir. Fait que, tu sais, l'accessibilité, c'est tout au long d'une carrière cycliste. Oui, c'est sur plusieurs années, dans le sens que tu veux... oui, mais j'ai trouvé ça bien, bien intéressant. Puis j'ai trouvé que, dans le fond, que le souci de Fred de faire ça, puis de garder justement des événements qui sont faits, qui sont bien catégorisés. Pour dire, on peut amener nos cyclistes à franchir des étapes jusqu'à cet événement-là, puis de bien l'expliquer. T'sais. Ben ouais. Puis la bière est bonne.
Puis la bière est très bonne. D'ailleurs, c'est une des choses là-dedans que tu explores. Pour ceux qui vivent à Montréal, puis le podcast est écouté à 80% au Québec, puis 20% en Europe. Mais je pense que même les Européens seraient curieux de connaître tes meilleurs spots cyclistes, à Montréal. Est-ce que tu veux nous en nommer quelques-uns? Il y en a une couple là-dedans, mais quand même, là, comme ça, à la volée. À la volée? T'irais où, là? Ben, ouais, à Montréal, c'est sûr que Messorem, c'est côté microbrasserie, c'est incroyable. Le Ciboire, c'est un classique aussi. Ouais. Après ça, il y a le Club Espresso Bar, Ouais. qui est un classique du cyclisme. Vite de même. C'est quand même tough de Moi, j'ai trouver. toujours le goût de leur dire d'aller manger un baguette. Ouais. Chez Fairmont ou Saint-Viateur, dépendant Ouais. dans quelle équipe ils veulent être. T'es dans quelle équipe, toi? Pour vrai, je suis l'équipe où est-ce que je suis le plus proche. Parfait, ça. Les deux sont bons. Les deux baguettes sont bons. Une place que j'aime vraiment, c'est la Drogueria, Oh, qui est la place de gnocchi à Saint-Piastre dans le Myland. Oh! Ça, là, pour après une ride, là, c'est fantastique. Tu drops ton bike, 5$, t'as des gnocchis. Ça, c'est un gros must, je dirais. Quelle sauce? C'est une sauce tomate régulière, là, tomate basilic, là, c'est vraiment très bon. Wow. Fait que ça, c'est un must. Puis vite de même, je suis pas mal certain que ça fait le tour. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Moi, écoute, sur la Rive-Sud, pour aller boire un café. Il y a un petit café sur la rue Saint-Charles, à Longueuil. Mais sinon, moi, je suis un gros fan des dépanneurs. Parce que quand t'as faim, le DEP, ça fait le DEP, ça fait déjà. Mais il y a. Mais c'est pas une visite culturelle. Il y a l'étape aussi, pas loin d'ici. Oui, l'étape à Saint-Bruno. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Je suis pas allé. D'ailleurs, c'est drôle, on voulait y aller. Lundi, j'avais un meeting avec quelqu'un. Okay. Puis il m'avait dit, on se retrouve à l'étape, mais c'était fermé le lundi. Fait que finalement, reporté, mais on va aller là prochain. Non, c'est un beau décor. Puis. Ouais, cycliste. Fait que l'expérience du numérique comme ça, on fait le lien peut-être vers un peu maintenant ton dada là, au niveau professionnel. Fait que là, moi, tantôt, tu m'as comme piqué ma curiosité parce que je suis nécessairement le produit aussi d'une stratégie numérique pas toujours stratégique, là, mais très enthousiaste, disons. Ouais. Puis j'ai pas toujours... Tu sais, mettons le SEO, je veux dire, j'utilisais probablement un plugin dans WordPress qui me disait si c'était bon ou non, puis essai-erreur. Mais toi, dans ton parcours professionnel, en ce moment, tu as un poste de directeur marketing pour une grosse boîte. C'est quoi qui t'excite le plus en ce moment ou c'est quoi le plus gros challenge qu'il faut que tu adresses en 2024 là, avec les changements? Parce que là, il y a eu tout l'enjeu de, bon, est-ce que les outils d'intelligence artificielle vont nous permettre de plus aller voir des sites puis vont juste nous les résumer, fait qu'ils vont nous garder. T'en es où, toi, dans ta réflexion par rapport à ça? Ben, c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé puis qu'est-ce qui ne changera pas? Ben, je pense que qu'est-ce qui va changer, c'est que les gens vont beaucoup plus chercher via ChatGPT, etc. Après ça, ce que je me demande toujours, c'est ChatGPT résume des sites web, mais est-ce que c'est la plus récente nouvelle que tu as? Par exemple, moi, je vais donner un exemple en tourisme, OK? Ouais. ChatGPT, des fois, recommande des places qui sont fermées. Ouais. Est-ce que ChatGPT va te recommander la chose qui est le plus adaptée pour tes besoins ou un blog va te permettre d'avoir la plus récente donnée et un avis clair? Parce qu'aussi, l'affaire, c'est que ChatGPT résume sans nécessairement prendre conscience des biais qui peuvent exister dans le monde du web. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, est-ce que c'est une source qui est fiable? Est-ce que c'est une source qui reçoit de l'argent d'une compagnie pour écrire ça? Est-ce que c'est tiré d'un site d'entreprise, cette information-là qui est en train d'être résumée? Ouais. C'est toutes des choses que tu n'arrives plus à avoir vraiment derrière. C'est opaque, la source de l'information qui t'est résumée. Fait que c'est pas tu peux pas bâtir ton avis, selon moi. Fait qu'après ça, tu sais, moi, je continue à préférer aller creuser différentes sources puis me faire une tête. Ouais. Spécialement, mettons, un itinéraire. Là. Tu veux-tu vraiment que ce soit ChatGPT qui te fasse ton itinéraire ou tu veux, genre, comme là, je le résume dans le livre, plusieurs itinéraires selon ma perspective. Fait que si toi, tu as une perspective similaire, ben, tu sais déjà que ça va plus te convenir que si ChatGPT te dit « Ah, tu devrais aller rouler là. » Ouais. OK. Ben, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, c'est pour ça que je trouve que, mettons, le podcast, par exemple, je trouve que c'est comme si les trucs vont se polariser dans le sens que tu vas faire des recherches générales en assumant que ChatGPT, c'est full général.
c'est comme, après ça, tu vas peut-être consacrer du temps à écouter un podcast d'1 heure. Ouais. Tu sais, c'est comme s'il y aura... J'ai comme l'impression que l'entre-deux est un peu... c'est comme un produit du passé, on dirait. Trouves-tu? Ouais, ben un peu. Mais tu sais, déjà là, on le voyait, tu sais. Mettons, ça fait plusieurs années que Google résume les articles ou même t'as des gains à écrire en bullet point sur un article. Ouais, parce que les 5 meilleures affaires de... Exactement. Ouais. Fait que dans le fond, t'as toujours un... Puis mes articles sont rendus écrits de même. Mettons, t'as l'intro. Ouais. Après ça, t'as un sous-titre avec un résumé de l'article pour que Google vienne le chercher puis le mette en haut pour gagner en... Fait que tu sais, c'est déjà quelque chose qui existe de résumé pour que l'information soit disponible. C'est juste qu'après ça, je trouve qu'il y a une certaine opacité avec ChatGPT. Après ça, c'est mon avis personnel, mais c'est sûr qu'il y a des grands gains avec l'IA à faire en termes de temps, mais après ça, c'est d'être critique par rapport à l'information qu'on voit. J'ai 2 questions qui me sont venues en tête assez rapidement. Est-ce que tu es la première, un peu plus simple, est-ce que tu es un fan de la technologie? C'est quoi ta relation avec la nouveauté technologique, mettons? T'es-tu... moi, je suis un très, très grand fan de la technologie. Non, mais si une technologie qui existe, je la veux. Je change de GPS de vélo à chaque quasiment année, depuis quelques années. En tout cas, je tripe vraiment sur la tech, mais après ça, il y a certaines choses que, tu sais, je vais donner un exemple, OK? Moi, j'ai eu un bike fit par quelqu'un que t'as formé. Puis après ça, je vois qu'il y a plein d'apps que tu mets ton téléphone sur un... Puis tu sais, mais ça prend-tu en compte vraiment ton niveau de flexibilité? Tu sais, je me demande à quel point j'ai eu des petits bobos dans le passé, puis la personne qui me posait des questions pendant une demi-heure pour arriver à savoir c'est quoi qu'il me fallait le mieux. J'ai comme l'impression que l'IA, peut-être que ça va te faire un fit qui va être très bon si tu fais 2000 km par année. Qui va te donner des normes, en fait. Qui va te donner des normes, puis qui va te dire, bah, c'est parfait. Est-ce que c'est 100% adapté à toi? Est-ce que c'est 100% adapté à ce que tu voudrais? Probablement pas, ou ce que tu as besoin. C'est un peu ça. Fait que, j'ai des limites avec certaines technologies. Pour l'instant, je pense pas qu'ils sont assez développées. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi. Nous, on travaille sur des produits un peu comme ça, là, des applications de bike fitting, mais de la manière que je me suis concentré avec les gars de la chaire de recherche au MILA, là, le truc de développement à Montréal, c'est que j'ai dit en ce moment, il faut de pouvoir remplacer une relation thérapeutique, ça me semble être périlleux. Mais il y a des choses, puis là, on va le lancer bientôt, là, on va l'installer à la clinique dans les prochains mois, fait que tu viendras faire un petit photo-reportage si tu veux. Mais pour nous, c'est un outil de mesure, mais qui doit se combiner. Moi, je le vois comme un outil qui devrait nous permettre de sauver du temps pour consacrer plus de temps à la relation avec la personne qu'on a devant nous pour justement cette collecte d'informations-là. Genre, est-ce que la personne est stressée par rapport à sa blessure? Est-ce qu'elle est-tu déprimée parce que ça fait longtemps qu'elle est blessée? Puis que là, il faut vraiment peut-être qu'on adresse ce retour au sport-là qui toute cette chose-là qui est dans la connexion quand tu es un professionnel de la santé. Au final, quand tu prends de l'expérience dans le domaine de la santé, bon, tu acquiers des compétences, mais tu te rends compte que ton lien thérapeutique puis d'être capable de comprendre la personne est rendue où dans sa blessure, dans son parcours, ben c'est genre une grosse partie de la recette qu'il faut que tu prennent en compte. Fait que je pense qu'il y aura toujours une combinaison, un peu comme quand tu fais sur ChatGPT, tu te dis, bon, ça c'est comme la surface, c'est Gabriel Tassé qui était venu au podcast, m'avait dit, tu sais, ChatGPT, il te montre la surface de l'eau. Là, après ça, toi, il faut que tu te dises, bon, ben, tout ce qui est dans le fond de l'océan, ben, c'est à toi d'aller le rechercher. Ça te donne un genre de... Mais il faut pas que tu prennes juste ça, parce que si tu as un besoin spécifique, genre voyager en Suède, ben lui, il va te parler des 3 places les plus référencées sur Google, exact. Mais tu sais, c'est peut-être pas là que tu vas aller en bicycle. Exact. Fait que puis ma deuxième question, parce qu'on parlait de l'opacité des sources, c'est, es-tu un fan de Reddit? Hey, Reddit, là, dans ma tête, là, je suis un fan de Reddit parce qu'il y a des forums incroyables, mais c'est aussi une place que je trouve incroyablement sombre. OK, explique-moi ça, parce que moi, dans le fond, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont des gros fans de Reddit. Puis je te demandais ça parce que moi, des fois, je vais dire que je vais perdre du temps là-dessus parce que je trouve ça intéressant, parce que je trouve que l'algorithme de recommandation est hyper intéressant parce que c'est dans le fond des upvotes, downvotes qui sont faites par des humains. Fait que je te parlais de ça parce que tu me parlais de l'opacité, alors que, mettons, sur Reddit, là, je pense qu'ils ont signé un deal pour que leur data soit crawlé par les LLM. Puis, tu sais,
je trouve que ça, mettons, c'est quelque chose qui se rapproche du côté, justement, pertinence, parce que c'est du upvote. Mais vas-y, c'est quoi ton avis sur ça? Parce que, tu sais, un gars de web, ça doit s'intéresser à ça. Ouais, mais moi, je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de trafic puis de backlinks du monde qui prenait mes articles puis qui allait les mettre dans Reddit pour justifier ou, tu sais, tu devrais checker ça. OK. Et je le voyais, fait que là, j'avais commencé à checker, justement, tu sais, Reddit un peu plus. Puis je trouve que Reddit, c'est fantastique parce qu'il y a une communauté qui est là pour aider. C'est juste ça, ouais. La pertinence des posts. Si tu fais un post pas pertinent, ça s'en va, là, ça descend vraiment vite. Tu sais, c'est un forum qui est actif. Moi, c'est le même, je le vois. Ouais. Par contre, des fois, il y a des affaires, là... C'est trash. C'est trash. Ouais. Les gens peuvent dans le fond, les subreddits, là, les R, là, tu peux être dans un environnement de bienveillance où les gens veulent s'aider parce que c'est une communauté tissée serrée à... une communauté de harcèlement tout de suite après. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui me... Mais tu sais, c'est le même dans tous les réseaux sociaux. C'est juste que il y a certains réseaux sociaux que je trouve qui sont plus intenses que d'autres. Puis, fait que, tu sais, Reddit, il y a quelques R que je suis, des subreddits, puis il y en a beaucoup que je m'aventure pas parce que... Ouais. Je t'avoue que je suis pas allé dans le côté sombre de ça. Là. C'est juste parce que maintenant, ça me proposait des subreddits en lien avec parce que j'étais membre de Cycling Montréal. Ouais. Ou je pense que c'est le même qui s'appelle ou Vélo Montréal, en tout cas. Puis ça me proposait juste des modes de transport en général, puis c'était juste du monde qui faisait de la rage au volant, mais rendu sur Reddit. Fait que là, j'étais comme, wow. Je sais que ça existe, j'ai pas besoin de passer du temps là-dessus. OK. Intéressant. Puis, je finirais le côté plus analyse marketing numérique avec, tu sais, en ce moment, c'est quoi ta stratégie qui fonctionne le mieux? Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui se lancent dans le web aujourd'hui? Tu sais, moi, si j'avais à répondre, je te dirais peut-être qu'en ce moment, je trouve que le podcast, c'est le format le plus... tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont nommé l'année que la dernière élection américaine, c'était l'élection des podcasts. Ouais. Puis là, on est comme dans un boom là, vraiment important, je pense, de ce média-là. Mais toi, tu irais par où? Mais tu sais, dans le fond, je dis toujours, l'Internet, c'est l'offre et la demande. OK? Puis ça veut dire, l'offre, c'est les créateurs, la demande, c'est le public. Faut jamais, si tu veux investir dans un média, faut jamais que la demande soit l'offre soit plus grande que la demande. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est là que tu tombes et qu'ils mettent des algorithmes. Fait que, mettons, je vais donner un exemple. Facebook, 2015. Tu mets du vidéo, man, ça explose. Plus de monde, plus de posts qu'il y a de monde pour les voir. Ils ont mis un algorithme pour te garder actif, pour te garder intéressé puis trouver qu'est-ce que tu allais aimer. Ouais. C'est là qu'après ça, les gens qui faisaient pas du contenu intéressant se sont mis à disparaître. Fait qu'encore là, c'est tout le temps de comprendre l'algorithme pour savoir qu'est-ce que les gens veulent, offrir aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Puis présentement, en effet, il y a plus de monde qui veut écouter des podcasts qu'il y a de podcasters, mais un jour, il va y avoir plus de podcasters que de monde pour les écouter. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de se renouveler puis d'être prêt à aller l'extra mile, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me fait penser qu'en 2015, tu sais, quand on a commencé à mettre les vidéos, on les mettait sur ce qu'il y avait de dispo. Fait qu'on les mettait sur YouTube puis sur Facebook. Puis sur Facebook, la vidéo commençait. Mm-hmm. Fait que là, man, on faisait des dizaines de milliers de vues en genre une semaine. Ce qu'on n'a jamais fait sur YouTube parce que, justement, il n'y avait pas d'offre. Ouais. Mais là, en ce moment, toi, là, moi, je pense que le podcast, on est proche d'atteindre l'équilibre. Genre. J'ai vraiment l'impression qu'on est proche. Ce serait quoi la prochaine vague à surfer? Fais-moi ta prédiction parce que je veux me lancer. C'est vraiment une drôle de question parce que moi, le podcast, à la base, je pensais même pas moi non plus, je pensais en faire un. C'est juste que souvent, je parlais avec des pros sur Zoom, tu sais, mettons Hugo ou Antoine Duchesne, je faisais des entrevues à chaque année avec des pros. Ouais. Puis là, j'étais comme... Ils disaient toujours des affaires incroyables. Puis c'était des moments d'intimité qui étaient le fun. Puis tu sais, c'était des gens qui s'ouvrent beaucoup après un certain temps. Puis je trouvais que dans le format texte, ça se représentait pas très bien. Non. Puis là, de plus en plus, ben c'est ça, je faisais des entrevues. Puis là, je me disais juste, ben si je prends l'entrevue, puis je l'enregistre, puis je mets un intro, puis une conclusion, ça fait un podcast. Fait que je suis parti de là, tu sais. Puis c'est de même que ça a parti. Puis tu sais, le premier podcast que j'ai fait, c'était avec Argon 18.
j'avais le CEO d'Argon 18, Martin, qui venait, on faisait un Zoom ensemble. Puis là, j'ai demandé, je peux-tu t'enregistrer? Ça serait mon premier podcast. Puis il était comme, ouais, pas de problème. Puis tu sais, ça a vraiment décollé à partir de là. Puis c'est vraiment simple. Souvent, je veux écrire un article. C'est Martin, le sauteur. Ouais, exact. Ouais. Puis souvent, je fais un article, il faut que je fasse une entrevue pour. Fait que, aussi bien l'enregistrer, puis après ça, je fais un article à partir de ce qui s'est dit, mais en plus, il y a un podcast qui sort. Si tu compares en ce moment, mettons, ton blog avec ton podcast, c'est quoi qui te drive quoi, tu penses? C'est un mélange des deux. Je pense que j'ai pas la même audience sur les deux. Puis après ça, c'est sûr que c'est un écosystème. Fait que le podcast, il y a des backlinks qui vont favoriser mon SEO, etc. Fait que ça finit toujours par tout se nourrir ultimement, mais je pense que il y a 2000 personnes par épisode à peu près qui écoutent le podcast. Colin, c'est bon. Puis c'est 20 000 personnes par mois, 22 000 qui viennent sur le blog. Fait que c'est totalement différent. Mais... Oui, c'est pas le même objectif. Ouais. La personne qui se présente sur le blog, souvent, c'est pour justement... elle arrive de Google. Ouais, exact. Ton abonné. Puis le podcast, c'est très communautaire. C'est souvent des gens, mettons, je sais pas, j'ai reçu quelqu'un de chez Envy qui vient nous parler des roues, mais tu sais, comme cette personne-là repartage, puis on va chercher un peu de son auditoire. Chers auditrices, chers auditeurs, je me permets d'interrompre 30 secondes le podcast simplement pour vous rappeler qu'en ce moment, même si on est au début de la saison 2025 et peut-être que vous ne pensez pas encore à l'importance de votre positionnement cycliste, sachez que le début de la saison avant l'été, c'est idéal pour faire votre bike fitting parce que comme ça, vous allez pouvoir traverser toute la saison de vélo en étant confortable et en étant performant à vélo. Donc, vous prenez rendez-vous à la clinique. Cette année, en 2025, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça fait 10 ans, on a fait des milliers et des milliers de cyclistes satisfaits. 450-486-3888, vous nous appelez à la clinique ou vous visitez le physiovélo.com pour prendre votre rendez-vous directement afin d'être confortable et performant à vélo. On fait la transition, tu parlais d'intimité, puis on a parlé, toi puis moi, là, d'une expérience vécue, puis on va aller là-dedans, si t'es prêt. Ouais. Est-ce que t'es prêt à t'ouvrir sur ce côté personnel? Donc, tu sais, moi, j'ai remonté dans le fil d'actualité Facebook parce que j'étais conscient que tu avais vécu un épisode, disons, de maladie, entre guillemets, là, challengeant. Puis je t'ai remonté hier, puis j'étais allé voir les dates. Fait que en juin 2013, dans le fond, tu as fait un arrêt cardiaque. En 2020. Oui, 2013, c'est ça. J'ai checké bien mes dates. Ouais, c'est ça. En 2023, c'était ton 10 ans. Ouais, exact. Fait que là, en juin 2013, tu as vécu un arrêt cardiaque pendant longtemps. Ouais. Pendant un bon 11 minutes, selon mes sources Facebook. Puis j'ai vraiment le goût de te demander, puis d'ailleurs, je te remercie de vouloir en parler. C'est pas, c'est de l'intimité quand même. J'avais le goût de savoir qu'est-ce qui s'était passé, puis à quel point ce moment-là, il est comme une coupure entre l'avant puis l'après. C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de coupures entre l'avant puis l'après. Mais c'est ça, 11 juin 2013, je revenais j'avais été faire au Vélodrome. À l'extérieur? Oui, à l'extérieur dans le temps, c'était la piste. Là, j'avais fait un essai pour le blog, justement. Puis, fait que c'est ça, je reviens chez nous. Puis, dans le fond, je faisais de l'arythmie, puis je le savais pas. Puis, dans le fond, mon rythme cardiaque était pas capable de se stabiliser. Fait que j'étais comme tout le temps au sprint. Puis, quand j'étais arrivé chez nous, j'ouvre la porte, je fais mes affaires, je tombe en pleine face. Puis ma blonde a appelé le 911, premier secours. Puis là, ils sont arrivés chez nous. Ils ont défoncé la porte parce qu'elle était barrée. Ouais. Puis là, ça faisait 11 minutes que j'étais en arrêt cardiaque. Là, ils m'ont reparti. Ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai passé 11 jours dans le coma. Beaucoup de 11. 11 juin, 11 minutes, 11 jours. Puis après ça, c'est ça. Je suis ressorti, puis... j'ai eu une opération pour corriger l'arythmie. J'ai un pacemaker aujourd'hui. Puis j'ai aucune limitation côté sport. Wow. Fait que ça n'a pas changé grand-chose. C'est quelque chose qui arrive fréquemment puis qui n'est pas détectable. T'sais, la mort subite de l'adulte, un Wolff Parkinson, ça se détecte plus ou moins. Fait que... Wow. Fait que là, une chance que ta blonde était là. Ouais, une chance qu'elle était là, sinon je serais pas là. C'est ça l'histoire. Ouais. Puis ça a été difficile de reprendre? T'as-tu eu peur par la suite ou ils t'ont vraiment rassuré? Oui, ben tu sais, il y a une excellente équipe au CHUM. On m'a très bien rassuré. Après ça, tu sais, au début, j'avais un moniteur cardiaque juste pour m'assurer que, tu sais, quand tu repars, ça fait...
tu pars de loin, là, 11 jours dans le coma. Ouais, tu devais être complètement déconditionné, dans le sens que tu devais avoir perdu beaucoup de... Ouais. T'avais-tu été genre curarisé puis tout, ou t'étais dans le coma... J'étais dans le coma... sur ventilateur ou... Ouais. OK. Wow. Donc, non, c'est ça, j'avais perdu beaucoup de masse musculaire, déjà que j'en ai pas beaucoup. Fait que ça a pris 1 mois avant que je puisse refaire du sport. Pendant ce temps-là, c'était le Tour de France, tu sais, parce que 11 juin, 11 jours, Tour de France a commencé. Plus beau Tour de France ever. Tu David t'es réveillé, Veilleux. Le Tour de France a commencé. Hey, j'étais le plus grand fan de David Veilleux, moi. Ben oui. J'avais juste ça à faire de mes journées. Fait que Tour de France 2013, je l'ai tout regardé au complet. Ouais, parce que là, t'étais à 3 ans in de ta passion pour le Ouais, vélo. exact. Ça a commencé en 2010, fait que là, t'étais quoi? Exact. Fait que là, non, ça, j'ai suivi ça. Puis après ça, j'ai recommencé à faire du vélo. Puis tout s'est bien passé overall. Wow. Fait que c'est-tu une expérience que tu considères comme... ben, c'est sûr, ça fait partie de ton histoire, mais y a-tu te reste-tu encore de la peur associée à ça ou un trauma derrière ça? Ben pas moi, parce que j'ai pas vécu. Tu sais, je sais que mes proches, c'est ça, mes proches sont un peu plus inquiets, tu sais, quand, mettons, je suis soudainement fatigué ou, tu sais, mettons, une course Zwift, là, les battements cardiaques, là, tu sais, quand... C'est pas le genre de données que ma blonde aime voir, mais overall, moi, j'ai aucun souvenir, j'ai aucun... Tu sais, pour vrai, si on me l'avait pas raconté, je l'aurais pas su au réveil. Ouais. Fait que j'ai aucune séquelle de ça. Par contre, le gros avantage, c'est que ça, c'est quand même quelque chose de fréquent. Peut-être pas l'arrêt cardiaque, mais cette condition-là. Ouais. Est-ce que dans le fond, c'était un problème de décharge électrique qui t'ont brûlé des nœuds? Ouais, exact. C'est ça, OK, parfait. Puis ça arrive vraiment fréquemment que, mettons, quelqu'un me dit « Ah, mon frère, mon cousin, un ami d'un ami a eu ça. » Puis j'envoie un message juste d'encouragement. Tu sais, hey, moi, j'ai eu ça aussi, puis ça m'a pas arrêté. Fais juste t'assurer avec ton équipe médicale que tout va bien. Puis, tu sais, souvent, parce que tu te réveilles puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'étais plus inquiet parce qu'on m'avait dit au début pas fini le café. Là, j'étais comme, vous auriez pas dû me sauver si je peux plus boire de café, de façon extrêmement ingrate, mais... Puis finalement? J'ai le droit à 4 par jour. 4 espressos par jour, 2 filtres. T'es lousse? Même les moldus devraient s'en tenir à 4. Exact. Je suis all good. Ben, je suis content que ça soit... Puis là, maintenant, tu peux offrir ton support à ceux qui sont peut-être plus inquiets. Là. Ouais, exact. OK. Cet événement-là, bon, c'est sûr, ça a été tant mieux, ça n'a pas été trop traumatisant. Mais quand même, d'autres expériences que tu as vécues, tu sais, maintenant que tu as un enfant, je me dis ça doit être quelque chose qui a modifié autant ta pratique du vélo, tu sais, de devenir parent, que ton souci de rester en santé. On peut quand même peut-être nommer ça comme ça. Là. Oui, ben, tu sais, ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas, moi c'est juste que depuis que j'ai des enfants, je me considère plus prudent à vélo. Ça, c'est genre vraiment un gros changement. Puis quand je prends l'avion, je deviens momoun en esti. J'ai l'impression que j'ai trop écouté Canal D, probablement, puis j'ai trop écouté Mayday. Fait que quand je prends l'avion, je deviens check-in. Mais parce que je trouve ça juste trop nice d'être parent. Là. Ouais. Non, mais j'ai vraiment, je sais pas, je prends encore énormément trop de risques, probablement. Non, c'est ça, je dois prendre trop de risques. Je pense pas que ça m'a affecté tant que ça à être parent, pour vrai. Okay. Juste quand j'étais avec l'enfant, je fais beaucoup plus attention. Puis la grosse différence, c'est que, tu sais, quand tu reviens d'une grosse ride puis t'es drainé, ben, t'essaies de te garder un petit peu d'énergie dans ton back pocket pour jouer parce que l'enfant, lui, il est juste content de te revoir, c'est ça. Fait que c'est la seule chose qui a changé, c'est vraiment, je me garde de l'énergie puis aussi, je time mieux mes rides, tu sais. Ouais. Depuis que je suis parent... j'ai commencé l'ultra un peu plus, donc tu sais, des 300, 200 km et plus. Oui. Juste parce que tu pars, tu sais, mettons, tu veux faire deux fois 100 km dans ta semaine, tu vas partir vraiment longtemps, mais si tu times 200 km one shot, tu as plus de chances que tu fasses une journée vraiment complète, que tu reviennes le soir, tu vas être brûlé, le lendemain matin, tu as tout ton... Tu reviens on duty. Ouais, exact. Mais c'est drôle parce que ce que tu dis, moi, je pense beaucoup à ça aussi en ce moment. Mm-hmm. Bon, mon plus jeune, il y a 1 an, fait que je suis encore dans le pétrin, là, mais bientôt, quand il va y avoir comme 4-5, je me dis que ça va être plus lousse. Mais ça me fait penser à la conversation que j'ai eue avec Jessica Bon, qui a organisé la Race Across Québec, parce que lui, il me racontait la même chose que toi. Il m'a dit, moi, je me suis mis à l'ultra parce que ça fitait mieux dans mon horaire. Puis là, t'es comme,
What? Il était comme, ben oui, parce qu'il dit, si je fais un week-end genre une fois par 3 mois, c'est moins pire que de faire genre 6 entraînements dans ma semaine. Exact. Au final, c'est comme ça hypothèque moins ma famille, puis ça se rentre mieux dans l'horaire, parce que lui, il disait, moi, je commute au maximum sur semaine, fait que ça, déjà, ça impacte moins mon horaire. Ouais. Puis après ça, ben, il dit, quand je commute l'hiver, ben, il dit, ça me pratique, et quand je fais une course d'ultra, il peut arriver ce qui va arriver. Au pire, j'ai roulé à moins 30, puis genre dans la boîte, fait que, puis dans le gadou, genre. Fait que je trouvais ça bien intéressant, mais tu vois, tu viens parce que quand j'ai lu ton truc là, sur la Suède, là, puis les Dolomites, là, j'étais là, c'est quasiment ça qui marche le mieux jusqu'à temps que tes enfants ils soient plus autonomes, c'est de condenser ton intensité. Puis là, au pire, tu sais que ça va être tough, mais en fait, c'est ça que tu veux. Tu veux vivre une aventure le temps d'une fin de semaine. Exactement. C'est ça qui marche. Ouais, l'année passée, j'ai fait mes 3 plus longues rides à vie. Dans le fond, on a fait Montréal-Québec, mais on s'est fait un petit détour pour faire 300. Okay. J'ai baissé 500, j'ai fait le 250, puis j'ai fait aussi, la Race Across Québec, 300 km. Ah, tu l'as fait? Ouais. Puis, c'était nice? C'était vraiment nice. C'était vraiment... Vous avez eu un beau week-end. Là. Ouais, puis les gars, ils ont choisi tu sais, mettons, toutes les routes mythiques un peu des Laurentides de la Naudière. Fait que, tu sais, c'était vraiment nice de pouvoir, en une journée, toutes les faire. Les segments vraiment nice, mais c'est justement, tu sais, mettons, si tu divises ça en 100 km, c'est... T'es juste parti tout le temps. Exactement, tu sais. C'est 850 km que si tu divises en 8 rides, ça va être... Mais dans le fond, c'était 3 jours. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça, c'est vraiment... Est-ce que tu t'es réinscrit pour cette année, en 2025? Ouais, je me suis réinscrit aux 300 km encore. J'avais quelque chose à finir, sub 12 heures. Ah ouais? Ouais, ce serait vraiment mon objectif. Parce que là, t'étais tête? T'es à combien de 12 heures? 12h40. OK. Fait que... Où est-ce que tu vas couper? Tu vas rouler plus vite ou... Je vais partir un peu moins fort. Ah, t'es... Ouais, j'étais parti comme une balle, là. Fait que je coupe... Il y a ça. Je fais la Gralps 500, qui est, dans le fond, Gravel Across the Alps. On part de Turin, puis on finit sur la Côte d'Azur. Rien de moins. Puis... c'est combien, ça t'a dit? 500 km. Wow! 9000 mètres de dénivelé. Combien ça coûte en Europe? C'est-tu accessible, le coût? Oui, c'est quand même accessible. Ben, tu sais, mettons... On oublie le voyagement, là, mais... Ouais, mais c'était quelque chose comme 150 €. Colin, c'est bon. Ouais. C'est full autonomie. C'est full autonomie, mais tu as un checkpoint entre les deux où est-ce que tu peux te réapprovisionner en tout. OK. Puis ça me fait penser à un des autres conseils que tu as mis là-dedans, tu sais, voyager avec son bike. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as appris, toi, entre le premier voyage que tu as mis ton vélo dans une boîte ou dans un sac, je sais pas, versus aujourd'hui quand tu voyages avec ton bike? C'est quoi les trucs? Apprendre à remonter son bike, c'est essentiel. Oui. Parce que, tu sais, mettons, tu vas enlever ton dérailleur de la patte de dérailleur pour pas qu'il se passe rien à la patte ou au dérailleur. Mais il y a une façon de le remettre sur la patte. Oui, pour la petite Ouais, liste, faut que tu le saches avant. Sinon, t'es juste comme ça rentre plus. Puis là, après ça, mettons, comment serrer un headset. Ça, c'est quelque chose qu'on pense parce que souvent, sinon, ça vibre. C'est dangereux. Fait que non, il y a plein de petites affaires comme ça qu'il faut que tu saches avant, mais que tu sais pas. Ouais. Puis que c'est bien plus facile de démonter que de remonter. Faudrait que tu nous fasses un petit vlog, là. Ouais, je pourrais faire ça. Ça serait bon. Ouais, dans les Alpes, là, je ferais ça. Ouais, là, t'es pas obligé de nous narrer à ce point-là. Live. Mais non, c'est ça, c'est toutes des affaires comme ça. Oui, tu que fais ça appris, live. Les petits outils aussi, avoir tout en format miniature. Ouais. Tu sais, mettons, maintenant, tu as des pompes là, sur pied, mais qui sont hautes de même. C'est un pied de haut. Ouais, tu défais les petites pattes. Ouais. Mais ça, c'est un must, là, parce que sinon, tu amènes une pompe complète. Non. C'est gigantesque. Ou comment tu regonfles tes pneus rendus là-bas avec la petite pompe à main. Fait que, non, il y a plein de petites choses comme ça que tu apprends avec le temps. Puis c'est surtout en termes de mécanique que je trouve que c'est un challenge quand tu voyages. Ouais, c'est clair. Là, tu voyages avec quel vélo? C'est quoi ton vélo du moment? J'ai des Argons présentement. Donc, un Krypton Pro, là? Dark Matter puis un Sum Pro. Ah, wow. Puis là, t'amènes ton Dark Matter. Ouais, j'ai amené le Dark Matter pour faire de la gravel. Fait que là, t'es rentré 100% dans la gravel. Ouais, mais je suis tellement poche, là. Ça veut dire quoi être poche? Techniquement, tu sais, mettons... c'est pas grave, t'as dit que tout le monde chute à chaque 10 000 kilos. Ouais, exactement. C'est un estimé à chaque 10 000, mais ça me semble vrai. 10 000, ouais, je suis d'accord. Genre, t'oublies que tu sais pas, puis là, t'es à un feu rouge, puis tu tombes sur le côté. Exact. Mais non, c'est ça. Non, mais c'est juste... je suis impressionné facilement par le hors-route.
sais, mettons, rouler sur de la belle asphalte, c'est facile. Puis c'est ça, là, des fois, tu sais, les single track en gravel, etc., tu sais, je trouve ça plus impressionnant. Fait que, tu sais, je suis plus ses freins. T'avais-tu fait du mountain bike? Jamais. Ah, OK, c'est ça. Ben, moi, j'en ai pas fait énormément, mais avant de m'acheter un vélo de route, j'ai fait genre 2 ans de Bromont avec un Oryx. OK, mais ça doit aider. Ben, c'est parce que tu t'apprends tes limites vite, là. C'est un vélo hardtail, fait que genre, au final, ça ressemble quasiment à un gravel bike d'aujourd'hui, là. Ouais, exactement. Fait que là, t'apprends, t'es comme, OK, ça, c'est trop haut, je ne vais pas sauter. Ou ça, c'est une hostie de grosse racine, je vais faire très attention. Ouais, fait que ça, c'est toutes des choses que je réalise pas avant la dernière minute. Ben, en fait, c'est ça qui fait la découverte. C'est ça qui est trippant. C'est que c'est nouveau. Ben écoute, on va faire la transition d'ailleurs vers ça. Là. Moi, c'est une des choses que je me suis dit qui pourrait bien ficeler l'entrevue avec toi. C'était de joindre tout ça à travers ce qu'on a parlé au début. Que finalement, peu importe la vitesse. Puis tu sais, c'est un peu aussi comment tu finis ça dans ton livre encore. Ton éditeur va être content. T'as appelé ça la ligne de départ. Ouais. C'est à la fin du livre. Ouais. Parce que ça commence avec le kilomètre zéro. C'est ça. Ouais. Ben l'idée, c'était vraiment le kilomètre zéro, c'est en préparation du départ. Tu sais, c'est vraiment l'espèce de hub dans une course cycliste au début. Ouais. Puis après ça, la ligne de départ, c'est allez-y, tu sais, allez rouler maintenant que j'ose espérer vous avoir inspiré. Ouais. Ben, clairement, comme je te disais, tu m'as causé des petites envies là, qui m'avaient quitté l'esprit un peu, là. Ben, je suis content de l'entendre. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose qui peut t'inspirer là-dedans, je te le souhaite. Parce que c'est toutes des aventures que j'ai vraiment aimées, sur lesquelles j'ai vraiment aimé participer. Les Dolomites, là, tout ça. Là. Les Dolomites puis la Suède, j'hésite. Les Dolomites, c'est incroyable. Parce que c'était une course d'endurance. Je pourrais conjuguer ça avec un petit voyage d'enseignement en Europe. Là, ben ouais. Il faut déductible d'impôt en plus. On verra. Là. Mais les Dolomites, c'est incroyable parce que c'était une course d'endurance. Puis tu arrives des fois là, dans. Tu sais, c'est un peu. Il y a beaucoup de Prosecco dans ce coin-là. Puis, tu sais, ils savent qu'il y a une course d'endurance qui passe. Puis, dans le village, il se passe pas grand-chose. Fait que là, toutes les personnes âgées s'assoient avec leur bouteille de vin. Puis, ils te regardent passer toute la journée. Ils regardent juste le monde passer. Puis, ils applaudissent. Puis là, si, mettons, tu as besoin de quelque chose, ben ils sont là. Puis, ils offrent des croissants. Puis, ils ont du café, cafetière napolitaine. Puis, ils sont là. Puis, ils t'attendent. Puis là, t'es comme, c'est vraiment accueillant. Tu sais, la petite madame, c'est un exemple. Celle qui m'a pris par la main, qui m'a amené à la gare parce qu'elle parlait pas, puis qu'elle m'a fait un lunch en plus parce que j'aurais faim dans la gare. Tu sais, c'est de même les Dolomites. Tu sais, ils sont juste contents d'avoir du monde qui viennent les visiter. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, on parlait de ça, puis on parlait du kilomètre zéro, puis de la ligne de départ. À cette heure, là, tu viens de m'en parler peut-être un petit peu en gravel, mais tu sais, pour toi, la source de réjouissance, ça ressemble à quoi là, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025? Là, tes événements, c'est des événements d'ultra-distance sur un terrain inconnu? Oui, exact. Ben, tu sais, je le dis au kilomètre zéro, on n'est jamais satisfait en tant que cycliste. Tu sais, on veut tout le temps aller plus loin, plus vite, plus haut. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Je pense que la suite logique des choses, c'est j'ai pas beaucoup de temps. Fait qu'au lieu de rouler plus souvent, plus vite, ben, je roule plus longtemps, plus lent. Puis c'est juste d'essayer de me dépasser, puis d'avoir du plaisir, puis de finir. C'est pas mal ça, mon mindset présentement. Ouais. Ben, je pense que c'est un message important parce que, tu sais, des fois, je pense que, tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là au podcast, c'est jamais assez, parce que tout le monde a ce sentiment-là. Mais au final, il faut que tu réussisses à trouver une manière qui te comble de bonheur, tu sais. Même si c'est pas dans aller plus vite, tu peux dire, je vais rouler un peu plus longtemps. Puis au final, même si tu fais pas ton 12 heures, tu vas continuer à faire du bicycle. Ouais. Puis il faut que l'insatisfaction soit... comment je dirais ça? Il faut que ton insatisfaction suive une période de satisfaction. Tu sais, dans le fond, que de vouloir aller plus loin, il faut que ça suive une période où est-ce que tu es content parce que sinon... tu sais, parce que l'éditeur trouvait ça un peu négatif. Le fait que tu veux t'es jamais satisfait. Mais cette période d'insatisfaction-là, c'est plus le rêve que tu vis. De vouloir aller plus vite, plus loin, te dépasser. C'est un moteur. Tu l'as dit un peu, je pense, d'une autre manière, mais tu sais, pour moi, l'insatisfaction, c'est pas une déprime. C'est un rêve. Ouais. Mais j'ai croisé des gens
qui étaient tout le temps insatisfaits. Je suis d'accord avec toi. Qui finissent, puis j'ai pas réussi. Puis je voudrais quand même aller plus vite, puis se donne un autre objectif avant d'avoir atteint le niveau précédent. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Fait que dans le segment Psychopop, là, on finit avec ça. C'est quoi ton conseil à ceux qui sont pas satisfaits? Changer de sport, si ça ne fait pas. Non, mais tu sais, il n'y a aucune raison. Ça devrait être un outil de bonheur, le vélo, que ce soit pour te déplacer, parce que tu n'es pas dans le trafic, puis parce que t'arrives plus relax à la job. Puis t'as fait du sport, puis t'as les endorphines dans le tapis, que ce soit un moteur de dépassement, que ce soit un moteur de rencontrer des gens. Il faut ultimement que le vélo, ce soit plaisant. Puis même plus loin. Ouais, puis si t'as pas de plaisir là-dedans, change de sport, c'est tout. On accepte avec... Ouais. Il n'y a pas de problème. Hey, Jean-Philippe, c'était super. Écoute, je vais rediriger les gens vers ton blog, vers tes contenus. J'ai vraiment apprécié notre entrevue. Tout le plaisir était pour moi. Est-ce que tu étais à l'aise dans la chaise de l'interviewer? Oui, c'était la première fois. Je ne savais pas au début si j'aurais quelque chose à dire. Je pense que, écoute, j'ai parlé pendant un bout, donc ça doit être bon signe. Non, je pense que tu as rendu service à bien des gens. J'espère que les gens qui vont se sentir d'attaque pourront aller louer peut-être le livre à la bibliothèque ou bien l'acheter parce que c'est très, très beau. C'est un beau matériel. C'est du bel... c'est vraiment une belle qualité de produit. Ça donne le goût de rêver. Puis c'est un beau cadeau de Noël. Est-ce qu'on dit ça? Ouais, c'est un très beau cadeau de Noël. C'est un très beau cadeau de Noël. Merci, Jean-Philippe. Super, merci beaucoup. Ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, merci pour votre écoute. C'est un réel plaisir de vous retrouver cette année, en 2025. Le podcast Jamais assez fait un podcast par semaine en alternance avec ma collègue Gabrielle Théoret qui parle de son parcours de 70.3, donc de demi-Ironman. Elle s'est inscrite à un demi-Ironman en 2025. Donc, une semaine sur deux, on se retrouve, vous et moi, sur des entrevues format plus long. Et une semaine sur deux, on retrouve Gabrielle Théoret vers son parcours, vers son premier demi-Ironman. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'abonner au podcast Jamais assez pour pouvoir nous suivre la semaine prochaine. On a déjà très hâte de vous retrouver. D'ici là, entraînez-vous, profitez, ayez du plaisir, puis on se retrouve dans une semaine. Ciao!